Voilà. Alors, je vois Adeline. Je la mets en co-animateur. Je vois Sylvie Myrtil. Je la mets. Alors, voilà, Sylvie Myrtil en co-animatrice aussi. Voilà. C'est bien. Bon. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. À tout le monde. Je pense qu'on va demander après à tout le monde de couper son micro et sa caméra. Tout de suite? Ça fait plaisir de voir des têtes. D'accord, Oui. alors on va laisser quelques têtes alors. Ok. Mais alors mettez-vous sur, sur l'intervenant. Je réessaye juste le partage d'écran. Oui, essayez, allez-y. Nickel. Nickel, nickel. Là, on le voit pas plein. Voilà. On voit bien là. Et là, c'est impeccable. Là, c'est plein écran. Voilà, je mets le chat et je vais mettre un message en marquant que le chat. Peut-être que je peux vous donner tout de suite. Ah oui, l'adresse pour le petit début. Est-ce que moi, je peux écrire dans le chat là ou pas? Bien sûr. Vous allez dans... Faut que je trouve où? Vous allez en bas dans Converser. Oui, mais ah oui, dans plus peut-être alors. Conversation. Non, 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 au milieu. Vous descendez votre... Non, non, parce que comme je suis en partage d'écran, pour moi, c'est en haut. Ah, d'accord, oui. Est-ce que là, du coup, vous voyez ce que je viens d'envoyer? Oui, c'est bon, on a le lien. Parfait. Est-ce que vous l'avez sur le côté ou au milieu? Mais là, vous voyez mon écran, non? Oui. C'est Donc, ça. vous voyez, là, la discussion, je l'ai au milieu de mon écran. Moi aussi. Ah, bon. Et non, non, attendez. Et les autres, ceux qui ne sont pas co-animateurs, est-ce qu'ils le voient sur le côté? Normalement, ça doit être sur le côté. On peut le mettre où on veut. C'est une petite fenêtre qui se promène. Oui, c'est vrai, ça se promène, tout à fait. Bon, moi, je vais la fermer. Mais si certains réclament le lien, vous pourrez leur recopier. D'accord, je leur copie. Bon, ceci dit, si les gens n'interviennent pas dans le chat, le lien ne va pas monter, il sera toujours visible. Au début, oui. Oui, 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 oui. Ils ne doivent pas intervenir dans le chat. Et vous, le lien, vous en avez besoin au début? Tout à fait. Ok, alors ça va, on va le laisser comme ça, mais je vais quand même le copier pour le cas où. Est-ce que là, j'arrête le partage d'écran ou je laisse comme ça? Non, je peux laisser comme ça. Oui, à ce moment, oui, laissez comme ça. Mais en même temps, oui, non, arrêtez-le parce qu'on va commencer. On commence. Je vais commencer par parler, ensuite on va avoir Sylvie, et puis voilà. Voilà, donc on est bien dans les temps, hein. Tout le monde est à l'heure. Là, il y a 21 participants déjà. C'est vrai qu'on peut redemander à tous les participants de couper leur micro, déjà maintenant, parce qu'après, on va entendre les bruits de tout le monde.
Alors, ce bruit, quel est-il? C'est chez Madame Housset, apparemment. Chez Madame Séverine Housset. Je devrais couper. Je vais la mettre en muet. Voilà. Voilà. Je peux mettre en muet. Je vais mettre en muet. Voilà. Bon, c'est bien. Pour l'instant, tout le monde est en muet. Non, pas tout le monde. Bon, je suis désolée, je coupe les micros au fur et à mesure que les personnes arrivent pour éviter qu'il y ait des interférences là. Bonjour tout le monde. Bonjour, je vais vous couper le micro, je suis désolée. Allez-y, faites. Alors. Bonjour tout le monde. Voilà, je coupe les micros au fur et à mesure que vous arrivez. Donc là, on est 45. Est-ce que quand je parle, vous me voyez? Tout à fait. Oui. Bon. Et Sylvie, mets-toi à parler, qu'on voit si on te voit. Eh bien, oui, voilà, je pense que c'est bon. C'est bon.
Je continue de couper les micros qui arrivent. Moi, si je parle, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien et on vous voit bien. Parfait. Bonsoir. Je vais demander à Adeline et à Sylvie de réactiver leur micro. Je pense que j'ai fait une fausse manip. Voilà, Adeline, là. Voilà, parfait, merci. Voilà. Dans une minute, on est prêt. On est 67 pour l'instant. Voilà, sur mon ordinateur, il est 17h30, donc je pense que c'est le moment de commencer. Donc nous sommes très, très, très heureux d'accueillir Adeline André, que nous connaissons via l'ISP, via les formations ISFEC, etc., que nos stagiaires, notamment au SVT, rencontrent régulièrement. Et nous la savons passionnée de sciences cognitives. Donc, c'est notre troisième rendez-vous de cette année. Donc, vous recevrez, comme toujours, dans les jours qui viennent, le PowerPoint de Madame André, donc vous pourrez comme ça revoir. Vous aurez aussi la liste des ressources que Canopé concocte à chaque conférence, donc vous recevrez tout ça. Et ce soir, j'ai demandé à Sylvie Myrtil, qui travaille régulièrement avec Adeline André, de présenter Adeline André avant la conférence. Pour ce qui est de l'organisation, comme d'habitude, on a un premier temps d'à peu près 1 heure de présentation, d'explication, qui je pense sera en 2 temps, enfin vous verrez bien. Et puis à partir d'environ 18h30, on prendra vos questions. Alors j'ai demandé à ce que les questions se fassent uniquement sur le chat et uniquement à partir de 18h15, parce que nous écoutons et puis Sylvie Myrtil et moi-même allons suivre le chat, mais pas depuis le début. Nous commencerons à suivre le chat pour prévoir les questions vers la deuxième partie, enfin vers 18h15. Donc commencez à écrire que vers 18h15. Voilà.
Quelqu'un dit qu'il n'a pas le son. Je pense qu'il suffit que de son côté, il l'active. Mais nous avons tous le son, nous nous entendons. Voilà. Donc Sylvie, merci à toi. Merci Anne-Marie. Alors, pas simple de présenter Madame Adeline André puisqu'elle a fait beaucoup de choses. Donc, j'ai un temps limité, donc je vais aller à l'essentiel. Madame Adeline André est actuellement inspectrice pédagogique régionale de SVT dans l'Académie de Versailles, pardon. Elle pilote également le groupe Éducation et Sciences Cognitives ainsi que le réseau des Learning Labs. Après avoir été professeur de SVT dans les académies de Créteil, de Paris, de Montpellier, où elle a également assuré la mission de formatrice en réseau d'éducation prioritaire. Et puis, un autre moment fort, puisqu'elle a également été détachée à temps plein à la Fondation La Main à la Pâte. Et à la lueur de tout ça, on est prêt à l'écouter sur la conférence Les sciences cognitives au service de la réussite des élèves. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous et de pouvoir échanger sur ces thématiques qui, en effet, me tiennent à cœur. Et j'espère que voilà, vous en apprendrez plus au cours de cette conférence. J'ai commencé à m'intéresser aux sciences cognitives il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'important de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Certaines personnes parfois sont un peu irritées d'ailleurs par cette mode. Mais moi, j'ai découvert les apports des sciences cognitives il y a 10 ans, justement, quand j'étais détachée auprès de la Fondation La Main à la Pâte. Et j'ai eu la chance de rencontrer une chercheuse qui s'appelle Elena Pasquinelli, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui m'a initiée à ces thématiques. Et depuis, eh bien, je n'ai cessé de me former sur ces éléments, d'essayer des choses en classe quand j'avais des élèves. Et depuis que je suis inspectrice, eh bien, de dynamiser des groupes de formateurs, des groupes de professeurs et des réseaux d'établissements qui utilisent ces éléments. Donc évidemment, dans une conférence d'1 heure, on ne va qu'explorer certaines thématiques, mais je vous donnerai à la fin de la conférence des ressources pour aller plus loin. Alors, ce que j'ai prévu de faire, c'est de commencer par une petite introduction parce qu'il est nécessaire de pouvoir se construire une représentation de ce qu'est le cerveau de quelqu'un qui apprend. Ensuite, je présenterai des résultats importants issus des sciences cognitives. Et dans un dernier temps, je vous montrerai des expériences, des projets qui sont menés en établissement, donc ConiClass et Learning Lab, un petit peu leur spécificité, leur mode de fonctionnement. Et pour le début de l'intervention, j'ai prévu un petit sondage. Et pour avoir accès aux questions du sondage, il y a un lien qui est dans le chat. Donc, c'est une application WooClap avec un petit code à ajouter. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, les apports des sciences cognitives en tant que tels ne vont pas révolutionner l'école. Et lorsqu'on est tout seul à faire des choses, on ne révolutionne pas non plus l'école. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. J'aime beaucoup cette image des fourmis qui collaborent pour réaliser de grandes choses. Et ce qui compte, c'est qu'on puisse être tous ensemble dans cette dynamique. Donc voilà le propos, hein, quelques éléments d'introduction, les apports des sciences cognitives, quelques outils et stratégies utilisables en classe, et puis ensuite des stratégies en établissement. Donc je vous remets ici le lien vers le petit sondage. Et je vous propose pour commencer un petit jeu, on va dire, c'est le jeu du match de basket. Alors, c'est vrai que d'habitude, quand on est dans une salle, j'ai l'habitude d'interroger les participants pour savoir s'il y a une majorité de gens qui connaissent cette petite animation. Bon, je vais partir du principe que certains d'entre vous ne connaissent pas, et puis ceux qui connaissent, écoutez, ça fait toujours une réactivation et un rappel. Alors, cette petite vidéo, c'est un match de basket entre deux équipes
il y a l'équipe des joueurs qui portent un t-shirt blanc et il y a l'équipe des joueurs qui portent un t-shirt noir. Et l'objectif, c'est de compter le nombre de passes que se font les joueurs qui portent les t-shirts blancs. Très important, les t-shirts blancs. On ne passe la vidéo qu'une fois, donc vous ne pouvez compter qu'une seule fois. Et puis après, avec le petit sondage, on récupérera le nombre de passes, le nombre que vous aurez compté. Donc, si j'arrive à le mettre. Pardon, voilà, hop. Voilà, alors je lance la vidéo. Count how many times the players wearing white pass the ball. Alors, si vous êtes allé sur WooClap, alors, il faut que j'enlève. Voilà. Donc, je lance le questionnaire. Et donc, si vous êtes connecté, vous pouvez donner vos réponses. Alors, évidemment, là, j'ai choisi un nombre de réponses fini, ce qui était plus facile à gérer que de laisser les réponses ouvertes. Bon, très bien, je vois que vous répondez. J'ai déjà 14 réponses, 15, 16. Donc, je vous laisse quelques secondes pour continuer à répondre. Allez, 26, 27, ça monte, ça monte. Donc là, on est 112 à être connectés. Donc, pour l'instant, on a un nombre de participants 28 qui répondent, 30. Bon, tout le monde n'a pas répondu, mais ce n'est pas grave. Je propose qu'on regarde les résultats. Donc, certains ont répondu 14, d'autres 15, 16, 17. Alors, la bonne réponse, c'est 16. Alors, je vais ensuite vous partager une autre question. Et l'autre question concerne, je souhaiterais que uniquement les gens qui n'avaient jamais vu cette vidéo répondent à la deuxième question. Et en fait, la deuxième question, il s'agit de savoir si vous avez vu le gorille. Avez-vous vu le gorille dans la vidéo? Voilà, donc pour ceux qui sont connectés sur la page, vous pouvez répondre. Donc là, on répond oui ou on répond non. Alors, nous sommes à 14 réponses. Donc, je vois que sur cette page, il y a 49 personnes connectées. Ceci dit, peut-être que un nombre important de personnes avaient déjà vu la vidéo. Bon, alors, 15 résultats. Bon, étant donné le nombre qu'on est, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même montrer les résultats. Et vous êtes 88% à avoir vu le gorille. Dis donc, vous n'êtes pas très concentrés finalement ce soir. Alors, je vais revenir au diaporama. Alors, quand on fait cette activité avec un public, on a généralement 50% des gens qui ne voient pas le gorille. Alors, c'est vrai que peut-être je pourrais vous repasser très rapidement la vidéo. Donc là, vous voyez mon écran. Je repasse. Donc là, on a les joueurs qui se passent la balle. Alors, il y a un autre élément à voir dans cette vidéo, et ça, je ne sais pas si c'est un élément que vous avez noté, c'est le fond, le rideau qui est au fond, qui change de couleur. Donc, vous voyez, là, il est rouge. Voilà, bon, alors là, on a le gorille qui arrive, et on a le fond qui change de couleur et qui est orange. Alors, il y a peu de personnes, généralement, qui voient le changement de couleur du fond, et
environ 50% des personnes qui voient cette vidéo qui ne voient pas le gorille. Alors, pourquoi? Donc, quelle information de cette vidéo? La première information, c'est que notre cerveau n'est pas un magnétoscope ou un caméscope, une caméra qui enregistre de manière exhaustive tout ce qui se passe dans son environnement. C'est un appareil qui va filtrer les informations et qui va les traiter. Ça, c'est vraiment fondamental. On a parfois une illusion d'exhaustivité, mais pas du tout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, notre cerveau fonctionne par réseaux qui sont spécialisés. Et on a particulièrement des réseaux qui sont spécialisés dans la détection des couleurs. Donc, on a un réseau qui est spécialisé dans la détection des couleurs blanches, couleurs claires, et d'autres dans la détection des couleurs noires ou couleurs foncées. Et en fait, dans cet exercice, enfin dans cette tâche, quand on demande aux personnes de compter le nombre de passes que se font les individus qui portent les t-shirts blancs, ce que l'on fait sur le plan neurologique, c'est qu'on vous demande d'activer les réseaux qui reconnaissent le blanc et d'inhiber les réseaux qui reconnaissent le noir. Et donc, si vous étiez très concentré et si vous ne connaissiez pas la vidéo, vous avez une inhibition des réseaux de neurones dans votre cerveau qui reconnaissent le foncé et du coup, vous ne voyez pas le gorille. Et comme vous n'aviez là pas de consigne sur les informations liées au rouge ou au orange, ce ne sont pas des réseaux qui sont connectés. Et donc, normalement, vous ne voyez pas non plus le changement de couleur du fond. Et donc, ça, c'est aussi important pour nous dire, finalement, le cerveau, c'est un organe qui a des règles de fonctionnement. Et quand on s'intéresse aux apprentissages, le cerveau, c'est un organe très important pour nous. Et il y a certaines règles de fonctionnement qui, du coup, vont être très importantes à connaître pour pouvoir accompagner de manière efficace les apprentissages. Alors, comment se demander comment fonctionne le cerveau? C'est-à-dire, quelles sont les études qui nous permettent d'avoir des informations sur le cerveau? On va choisir des interventions, ce qu'on va appeler des interventions, donc de manière très large. Je vous donne un exemple, type d'intervention, proposer du tutorat à des élèves par rapport à ne pas proposer du tutorat, ou bien proposer des stratégies de mémorisation par rapport à ne pas proposer ces stratégies de mémorisation. On va appeler ça notre intervention. On va proposer cette intervention à un groupe d'apprenants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer les performances de ce groupe d'apprenants avant d'avoir eu l'intervention et après. Donc, c'est ce qu'on appelle les pré-tests et les post-tests. Mais pour savoir si l'évolution de ce groupe d'apprenants que l'on observe est vraiment liée à l'intervention, ce qu'il faut, c'est comparer avec un autre groupe d'apprenants auquel on ne propose pas cette intervention. C'est ce qu'on va donc appeler le groupe contrôle. On va mesurer la performance de ces apprenants avant l'étude. Et donc, si on a des groupes d'apprenants qui sont assez importants en termes de nombre, normalement, le groupe contrôle et le groupe avec intervention sont similaires et ont donc des scores en moyenne similaires. Et ce que l'on espère, c'est qu'après intervention, le groupe qui aura eu l'intervention qui nous intéresse obtiendra des performances qui seront meilleures que celles de l'autre groupe. Et donc ça, c'est le principe des études scientifiques qui étudient de manière rigoureuse l'incidence de certaines interventions ou de certaines stratégies sur les apprentissages. Ces études sont publiées dans des articles. Donc là, je vous ai mis un exemple d'article scientifique. Donc ça, c'est un article vraiment très important dont je reparlerai après. Et ces articles sont ensuite cumulés. Et lorsqu'on a un nombre suffisant d'articles qui démontrent la même chose, alors on va considérer qu'une connaissance est suffisamment robuste pour pouvoir être transposée en classe. D'accord? Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a une publication scientifique qui nous dit une chose qu'on va tout de suite se dire « ah ben ça, on va le faire avec des élèves ». Non, on va considérer qu'on peut envisager des transpositions en classe à partir du moment où on a un nombre d'études suffisamment important qui vont dans le même sens. Et donc, on va considérer que cette information est suffisamment robuste. Et donc, aujourd'hui, tous les éléments dont je vais vous parler sont des éléments robustes qui ont été confirmés par ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est quand on met beaucoup d'analyses ensemble, des méta-analyses qui sont significatives. Donc, je vais souvent vous présenter une seule étude parce que c'est
c'est plus parlant en termes de résultats, mais tous les concepts que je vous présente sont robustes et reconnus par la communauté internationale. Alors, cette approche très scientifique développe ce que l'on appelle l'éducation fondée sur les preuves. Et donc, ça permet de faire la différence entre certaines approches éducatives et d'autres. Et là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'éducation fondée sur les preuves, mais issue des sciences cognitives. Et donc, les champs sur lesquels on a des informations concernent la mémorisation, la compréhension, les transferts de connaissances d'une situation 1 à une situation 2, les problématiques d'attention, de planification, de métacognition et la régulation des comportements perturbateurs. Donc ça, c'est l'ensemble des champs que l'on couvre ou que l'on peut couvrir en formation. Bon, évidemment, là, aujourd'hui, je vais juste faire du pointillisme, on va dire. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire mémoriser et comment aidons-nous nos élèves à mémoriser? Qu'est-ce qu'apprendre? Comment aidons-nous nos élèves à apprendre? Et comment aidons-nous les apprenants à progresser? Donc ça, c'est vraiment les questions de base que l'on se pose. Et la question qui est sous-jacente, c'est y a-t-il des stratégies pédagogiques qui sont plus performantes que d'autres? Alors, très rapidement, un principe en éducation qui est fondamental pour nous, c'est ce qu'on va appeler le principe d'éducabilité, le fait que tout le monde peut apprendre, tout le monde peut progresser. En fait, ce principe, qui est un principe très fort chez nous, il a une réalité biologique. Donc, je vais vous présenter cette réalité biologique. Et ces éléments de biologie permettent aussi de se construire ce que j'appelais tout à l'heure la représentation mentale de ce qu'est un cerveau qui apprend. Alors, un cerveau, c'est des cellules. Parmi les cellules, il y a un type de cellule très important que l'on appelle les neurones. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu une structure de neurones, mais là, vous avez un dessin qui est très particulier. C'est deux choses. La première chose, c'est que cette cellule, elle est structurée. On voit bien qu'elle a un côté qui ne ressemble pas à l'autre. Donc, ici, on a ce qu'on peut appeler parfois un arbre. Là, enfin, c'est un arbre de structure, ça fait un peu comme un buisson. Ici, au centre, ici, vous avez le cœur de la cellule. Et puis, vous avez ensuite un axe qui part. Donc, cette structure qui est asymétrique. La deuxième caractéristique très importante de cette cellule, c'est que c'est une cellule qui peut être, alors dans le vocabulaire, on dit que la cellule est activée. En fait, il y a un message nerveux qui chemine le long de la cellule. Ce message nerveux, il est parfois de nature électrique, parfois de nature chimique, peu importe. Mais en tout cas, ce qui va être important pour nous, c'est que cette activation, ce chemin nerveux, va cheminer dans la cellule, va cheminer à sens unique. Donc, ce message nerveux arrive ici par les petits arbres, est regroupé au niveau du cœur de la cellule, et le cœur de la cellule est capable de synthétiser l'ensemble des informations qu'elle reçoit et de générer une information unique dans le prolongement, ici. Mais ces neurones, ils ne sont pas isolés, ils sont connectés les uns aux autres. Voilà, donc là, vous avez un exemple de connexion. Et comme l'information circule à sens unique, on peut suivre une information nerveuse de neurone en neurone. Donc là, par exemple, avec ma souris, voilà, si j'arrive à retrouver ma souris, ici. Donc là, vous voyez, elle est là. Donc par exemple, on imagine une information qui arrive par là, qui circule dans la cellule, qui arrive au cœur, qui est synthétisée avec d'autres informations, puis qui repart ici, qui passe à un autre neurone, au niveau d'une structure qu'on appelle les synapses, c'est des mots dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et puis, au niveau de ce deuxième neurone, pareil, ça circule, ça arrive au cœur de la cellule qui fait la synthèse et ça repart dans l'axe unique. Ça veut dire que dans le cerveau, on a des chemins nerveux, des chemins mnésiques. Et en fait, une connaissance, et là j'utilise le mot de connaissance au sens très large, c'est-à-dire une connaissance, ça peut être un élément sémantique, une définition, une connaissance épisodique, ou bien même une connaissance procédurale, un savoir-faire, un savoir-être, bref, tout. Hein. Donc là, c'est vraiment le mot connaissance au sens très, très large. Une connaissance est un chemin nerveux dans le cerveau.
Alors, les diapositives que je vous présente là, elles m'ont été prêtées par Steve Masson, qui est un chercheur québécois en neuropédagogie et qui utilise l'analogie avec un chemin en forêt. Il dit en fait, le cerveau, c'est un peu comme une forêt. Dans un cerveau, il y a plein de neurones qui sont connectés les uns aux autres, qui définissent des chemins mnésiques, des chemins de connaissance. Et c'est un petit peu comme une forêt. Et comme dans une forêt, eh bien parfois, on a des nouveaux chemins qui sont créés. Donc là, vous avez des photos qui sont tirées d'un petit film qui vous montre un nouveau chemin qui va se créer. Donc vous voyez là, il y a un neurone qui est activé. Là, il y en a un autre qui est activé. Et en quelques millisecondes, ici, vous avez une nouvelle connexion qui vient de se faire, un nouveau chemin mnésique. Parce que des neurones qui s'activent ensemble se connectent et créent un nouveau chemin mnésique. Quand on est confronté à une nouvelle connaissance, ça active dans notre cerveau différents neurones, mais parce que ces neurones s'activent en même temps, alors ils se connectent. Et lorsqu'ils se connectent, ils créent un nouveau chemin mnésique qui est la trace dans notre cerveau de cette connaissance. Donc, voici quelques principes de base. Je vous ai dit, donc les neurones s'activent, c'est un vocabulaire qu'on utilise et on va parler d'activation cérébrale après. Règle très importante, c'est que des neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Plus on emprunte ces chemins et plus ils sont forts, durables. Et ça, c'est un peu comme en forêt. Plus on emprunte des chemins en forêt et plus ils seront marqués et plus ils seront durables. Et puis, des chemins non empruntés disparaissent. Et ça, c'est pareil dans une forêt. Si un chemin n'est plus emprunté, petit à petit, la nature va reprendre ses droits et le chemin va disparaître. Dans un cerveau humain, c'est pareil. Un chemin mnésique qui n'est pas utilisé disparaît. Alors, pas pour les mêmes raisons. Il faut savoir que le cerveau humain, c'est 2% de notre masse corporelle, mais c'est 20% de l'utilisation de notre énergie. C'est énorme. Ça veut dire que c'est un organe qui nécessite de l'énergie pour être maintenu tel qu'il est. Et en fait, maintenir un chemin mnésique, c'est coûteux sur le plan énergétique. Donc, si un chemin n'est pas utilisé, c'est un peu normal qu'il soit défait puisque le maintenir a un coût. Et donc, ça veut dire que des chemins non empruntés sont défaits. Et ça, en pédagogie, on connaît bien parce que c'est quelque chose qu'on appelle l'oubli. Et donc, l'oubli, c'est quelque chose de naturel. Notre cerveau oublie parce que tout ce qui n'est pas utilisé est déconnecté, défait. Et donc, un des enjeux du pédagogue, c'est justement de lutter contre cet oubli. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, qui est une courbe assez connue, où la première fois qu'on présente un apprentissage, on a un niveau de maîtrise de cet élément qui est assez bon, mais très rapidement après, si cet élément n'est pas revu, réutilisé, réexploité, si le chemin cognitif lié à cette connaissance n'est pas emprunté, alors on va l'oublier. Donc, tout l'enjeu, c'est comment on fait pour maintenir la forêt des apprentissages et que nos chemins scolaires, en particulier, soient maintenus sur le long terme. En tout cas, ce qui est fondamental, c'est que apprendre, finalement, c'est changer son cerveau. Et que ça, cette particularité du cerveau à être modifiée tout le temps, c'est une propriété naturelle qui est partagée par tout le monde. Et c'est ça qu'on appelle l'éducabilité, le fait que tout le monde peut apprendre. Et donc ça, c'est une phrase de Steve Masson. Et il y a une phrase de Stanislas Dehaene que j'aime beaucoup aussi qui dit « Nous ne pouvons pas enseigner convenablement sans posséder implicitement ou explicitement, et je dirais c'est mieux explicitement, un modèle mental de ce qui se passe dans la tête de l'enfant. » Et c'est ce que je vais vous montrer après, c'est que les connaissances en sciences cognitives sur les apprentissages prennent sens quand on les ancre sur le fonctionnement cérébral. Alors, quelles sont les stratégies, justement, qui permettent de favoriser les apprentissages, la mémorisation et la compréhension? Donc, j'ai décidé de vous en présenter certains. Je ne peux pas tout vous présenter, donc j'ai fait un choix. Donc, je vais vous présenter 5 stratégies. La stratégie numéro 1 qui consiste à se citer, la stratégie numéro 2 qui consiste à favoriser les feedbacks, la stratégie 3 qui consiste à espacer, la stratégie 4 qui convoque les modèles mentaux
et la stratégie 5 qui consiste à être convaincu que l'on peut devenir meilleur. Alors, la 1. L'apprentissage est un processus dynamique qui est lié à la mémoire. Donc, la mémoire, c'est quoi? C'est encoder des informations, donc finalement les transformer en chemin mnésique, mais surtout récupérer cette information. Et pour récupérer cette information, il faut en fait activer ces chemins mnésiques pour pouvoir récupérer la connaissance associée. Alors, voici une étude. Donc, vous avez ici 3 groupes d'apprenants. Vous avez les rouges, les jaunes et les verts. Les rouges, on leur a proposé d'étudier un texte. Enfin, tous, on a proposé d'étudier un texte, mais de 3 manières différentes. Et ensuite, on va regarder comment les apprenants maîtrisent ce texte, c'est-à-dire se souviennent des éléments et les ont compris, 5 minutes après la dernière session d'études et 1 semaine après. Alors, les rouges sont ceux qui ont lu le texte, donc c'est parce que c'est traduit de l'anglais, donc le S, il est pour study. Ils ont lu le texte pendant 4 fois 7 minutes. Les jaunes ont lu le texte pendant 3 fois 7 minutes, puis pendant 7 minutes, ils ont eu une phase qu'on appelle T pour testing. Et donc, testing, c'est en fait être confronté à des questions. Donc, ces apprenants, on leur a posé des questions et ils ont répondu aux questions, mais on ne leur a pas dit si leur réponse était correcte ou pas correcte. Et les verts, ils ont lu le texte pendant 7 minutes et ensuite, pendant 3 fois 7 minutes, ils ont été confrontés à des questions et encore une fois, aucun retour. Alors, 5 minutes après la dernière session d'études, les groupes rouges, c'est-à-dire ceux qui ont lu 4 fois 7 minutes, ont une performance un peu supérieure à ceux qui ont lu 3 fois 7 minutes et ont été testés. Et eux-mêmes, performance un peu supérieure à ceux qui n'ont lu qu'une seule fois et ont été testés 3 fois. Mais quand on regarde 1 semaine après, les résultats sont complètement inversés. C'est-à-dire que ceux qui n'ont fait que lire le texte ont des performances qui s'effondrent. Ceux qui ont lu beaucoup et qui ont été un petit peu testés ont des performances qui s'effondrent un peu moins. Et ceux qui se maintiennent le plus, c'est ceux qui ont lu pendant 7 minutes seulement et qui ont été testés pendant les 3 autres sessions d'études. Alors ça, c'est vraiment un résultat fondamental. Comme je vous l'ai dit, je vous montre une seule étude. Il y en a vraiment de très, très nombreuses. C'est ce qu'on appelle l'effet testing. C'est le fait que pour mémoriser sur le long terme, il faut forcer les réseaux de neurones à s'activer et que le meilleur moyen de faire ça, c'est de poser des questions aux apprenants. En fait, les apprenants qui lisent le texte ici, on a une très bonne mémoire à court terme, mais une très mauvaise mémoire à long terme. Alors, l'étude d'après, elle va un petit peu plus loin dans la compréhension. Donc là, on a 4 groupes d'apprenants. Les rouges qui ont lu un texte pendant 5 minutes, les oranges qui ont lu un texte pendant 20 minutes, les bleus ici qui ont lu le texte pendant 5 minutes et ensuite pendant 25 minutes, ils ont construit une carte mentale en ayant le texte avec eux. Et les verts qui ont lu le texte pendant 5 minutes et qui ont fait de la récupération pendant 10 minutes. Alors, récupération active, c'est la même chose que testing, ça veut dire qu'on soumet les apprenants à des questions. Alors, ça, c'est une étude qui est intéressante parce que souvent, on nous dit, pour aider mes élèves à mémoriser, je leur fais construire des cartes mentales. Bon, alors du coup, est-ce que c'est intéressant? Ou bien, on dit, bah, moi, pour dire à mes élèves d'apprendre, je leur dis, surtout, lisez bien votre cours. Voilà. Bon, alors vous voyez, hein, lire son cours, ce n'est pas la stratégie qui est efficace. Alors, quel résultat ça donne? Donc là, on est à J+7. Donc J+7, ça veut dire qu'on teste la mémoire à long terme. Donc, ceux qui ont lu pendant 5 minutes ont des performances qui rejoignent celles qu'on a vues dans la diapositive d'avant, inférieures à 30%. Ceux qui ont lu pendant 20 minutes ont des performances nettement supérieures. Bon, ben, on peut dire c'est normal, ils ont lu plus que le groupe d'avant. Ceux qui ont fait des cartes mentales ont des performances un petit peu similaires à ceux qui ont lu 20 minutes, mais pas meilleures. Donc, le fait de faire des cartes mentales ne permet pas d'améliorer la mémorisation.
Et ceux qui ont fait de la récupération active, c'est-à-dire de l'effet testing, ont ceux qui ont les performances les plus importantes. Donc là, on confirme l'effet testing. Le graphique d'à côté, là, c'est très intéressant parce qu'on a demandé aux apprenants comment ils pensaient qu'ils allaient réussir le test. Donc, on a fait passer cette question-là avant le graphique de gauche. Et voici les résultats. Alors, ceux qui ont lu sont très confiants dans leur performance. Et plus ils ont lu, plus ils sont confiants. Ils disent, oui, moi, je pense que je maîtrise très bien ce texte et que donc je vais bien réussir le test. Ceux qui ont fait des cartes mentales sont assez confiants, mais moins que ceux qui ont lu. Et ceux qui ont fait de la récupération sont les moins confiants de tous. Ça veut dire que la stratégie de mémorisation à long terme qui fonctionne le mieux, donc la récupération, et la stratégie qui est ressentie comme la moins efficace, puisque les apprenants sont les moins confiants. Ça, c'est un résultat fondamental, parce que ça veut dire que si on veut que les élèves utilisent les stratégies efficaces pour mémoriser, il faut qu'on les forme sur pourquoi c'est efficace et qu'on leur prouve que c'est efficace. Parce que eux, ils ne vont pas se sentir efficaces, ils vont au contraire se sentir en défaut. Et les élèves, ils n'aiment pas ça. Hein. En fait, quand on lit un texte plusieurs fois, on a notre mémoire à court terme qui fonctionne très bien et on a ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise. Donc, on a un peu de dire, oh, oui, bah, ça, je connais, ça, j'ai déjà vu, j'ai déjà lu, oh oui, je connais bien. Et cette illusion de maîtrise, on sait bien que c'est une illusion. Parce que combien d'élèves arrivent à l'évaluation en disant, je vous promets, le cours, je l'ai lu pendant 3 heures hier, mais là, maintenant que je suis tout seul devant ma copie, je ne suis pas capable de restituer. Donc, on voit que les stratégies qui mettent en confiance ne sont pas celles qui sont efficaces. Et au contraire, les stratégies qui sont efficaces sont celles qui génèrent un petit peu de l'inconfort chez les apprenants. Donc, il faut former les apprenants et il faut leur proposer des stratégies efficaces. Alors, sur le feedback, parce que jusqu'à présent, vous voyez, on a posé des questions aux apprenants, mais à aucun moment, on leur a fait un retour. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on leur a dit si leurs réponses, elles étaient correctes ou pas. Donc, dans cette étude, on a regardé le succès des élèves à un test. Et donc, vous avez 3 groupes. Vous avez ceux qui ont lu, qui n'ont pas eu de testing. Vous avez ceux qui ont eu du testing sans feedback. Et vous avez eu ceux qui ont eu du testing avec feedback, c'est-à-dire qu'on leur a dit si leurs réponses, elles étaient correctes ou pas correctes. Bon, vous imaginez bien que donner un retour d'information à des apprenants a un effet positif sur l'apprentissage, et c'est en effet ce que l'on voit. On retrouve ici, entre ceux qui lisent et ceux qui font du testing, un effet très fort sur la mémorisation, et on trouve un effet bénéfique encore supérieur lorsqu'on fait du feedback. Alors, la stratégie numéro 3, qui consiste à favoriser l'espacement ou bien ce que l'on appelle la récupération expansée. Donc là, c'est une expérience où on va tester la performance d'apprenants 7 jours après les périodes d'études ou bien 30 jours après. Et on a 2 groupes d'apprenants, les verts et les rouges. Donc les verts, pardon. Les verts, ce sont ceux qui ont étudié en plusieurs fois. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les spacers. Et les rouges, ce sont ceux qui ont tout appris en même temps. C'est donc les macers. Et donc, ce que l'on voit dans les résultats, c'est qu'à 7 jours, les 2 groupes sont à peu près similaires. Je suis désolée. Donc, les 2 groupes sont à peu près similaires, mais ceux qui ont fait de l'enseignement massé ont une expérience un petit peu supérieure, mais très légèrement supérieure. Mais par contre, quand on est sur le long terme, là, les résultats s'inversent complètement. Et ceux qui ont fait un apprentissage espacé dans le temps maintiennent leur performance très haut, alors que ceux qui ont fait un apprentissage massé ont des performances qui s'effondrent. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien aussi en pédagogie. Des choses qu'on a vues en début d'année, si on réinterroge en fin d'année les élèves, il ne reste pas forcément grand-chose. Et donc, c'est lu. Bah là, en fait, on voit la courbe de l'oubli hein, dans les rouges.
Alors ça s'explique aussi par des études de neuroimagerie. Donc là, on regarde l'activation dans le cerveau, le niveau d'activation cérébrale, donc c'est les activations des neurones dont j'ai parlé au début. Et lorsqu'il y a une activation forte, c'est représenté par des zones qui sont jaunes à rouge. Donc ici sur la gauche, vous avez le cas d'un apprentissage massé. Donc on a divisé en 4 sessions d'apprentissage. Donc à gauche, elles se succèdent, alors qu'à droite, elles sont séparées par des temps d'interruption et en particulier par des nuits de sommeil. Et vous savez que le sommeil est fondamental dans l'apprentissage. Alors, ce que l'on voit à gauche, quand c'est massé, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, l'activation cérébrale s'éteint. On est sur du fonctionnement un peu automatique et dans le cerveau, les neurones ne sont plus activés. Alors que dans la colonne de droite, lorsque les sessions d'apprentissage sont séparées, vous voyez que le niveau d'activation cérébrale reste très élevé. Et si on revient à ce que j'ai dit au début, à savoir qu'une connaissance, c'est un chemin cognitif et que ce chemin cognitif sera d'autant plus stable qu'il sera activé, on comprend très bien pourquoi, dans le cas d'un apprentissage espacé, l'apprentissage est beaucoup plus solide parce que le niveau d'activation cérébrale est beaucoup plus fort. Quatrième stratégie, convoquer les modèles mentaux. Alors, une expérience où on a proposé aux apprenants des phrases et ils devaient retenir ces phrases. Et en fait, dans les phrases, il y avait 2 types de phrases. Il y avait ce qu'on appelle les phrases simples et les phrases complexes. Donc, les phrases simples, les couleurs sont apparues parce que la pluie a cessé. Le professeur a arrêté d'écrire parce que le bâton s'est rompu. Donc là, normalement, dans votre tête, vous construisez une image mentale de ce que ça représente, ça va. Phrase complexe. Le garçon a renversé son pop-corn car la serrure s'est brisée. Les notes étaient aigres parce que la couture s'est fendue. Peut-être que là, vous avez un petit peu plus de mal. Donc, l'idée, c'était de fournir des indices pour comprendre ces phrases. Donc, à gauche, arc-en-ciel, craie, tout va bien. À droite, cage au lion, cornemuse. Alors là, normalement, quand vous voyez ces indices-là, vous dites « Ah oui, d'accord ». Bon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, après donc 5 minutes, la manière dont les apprenants se souvenaient de ces phrases. Et vous voyez, on a 3 cas. Donc, on a toujours les phrases simples versus les phrases complexes. Dans le premier cas en rouge, on n'a pas donné d'indice aux apprenants. Dans le deuxième cas en bleu, on a donné un indice, mais on l'a donné en même temps que les phrases. Et dans le vert, on a donné l'indice, mais différé de 10 secondes par rapport au moment où on a donné les phrases. Et voilà les résultats. Alors, le résultat marquant, c'est que l'apprentissage est meilleur lorsqu'on donne un indice qui est différé. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est la différence entre le fait de retenir les phrases simples ici, qui sont mieux retenues que les phrases complexes, parce que les phrases simples ont plus de sens. Donc ça, c'est le fait qu'on mémorise mieux quand on comprend mieux ce qu'on a à mémoriser. Donc ça, c'est un petit effet. Mais ce qui est très important, c'est l'aspect différé. Alors pourquoi ? Notre cerveau a des représentations du monde, ce qu'on va appeler son modèle interne. Ce modèle interne génère des prédictions. Et ces prédictions, on les confronte au monde extérieur, aux informations qui viennent du monde extérieur. Donc, globalement, les entrées reçues du monde extérieur à l'école, c'est les activités que les professeurs proposent aux élèves. Et les élèves, dans leur tête, se passent la comparaison entre leurs prédictions et les entrées données par les professeurs. Alors là, il y a 2 solutions. Soit, au moment de cette comparaison, il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas d'erreur, et donc du coup, en fait, il n'y a pas d'apprentissage, puisque le modèle interne de l'apprenant était correct, ou bien il y a une différence qui est notée au moment de cette comparaison, ce qui génère un signal d'erreur, et c'est ce signal d'erreur qui va être à l'origine d'un apprentissage, c'est-à-dire d'un ajustement du modèle interne pour mieux coller aux informations qui ont été données à l'apprenant. Et c'est ça qu'on appelle apprendre et avoir un modèle d'apprentissage. Alors, lorsqu'on a des stratégies pédagogiques qui ne reposent que sur des entrées données, des activités données par le professeur et qui n'organisent pas la comparaison avec les prédictions des modèles internes des élèves,
eh bien, en fait, on crée des situations d'apprentissage qui sont très fragiles. Le fait de générer les prédictions descendantes, c'est ce qu'on appelle l'engagement actif. Et les informations qui viennent du monde extérieur, c'est ce qu'on appelle le retour d'informations. Alors, la stratégie 5, je vais passer très vite. En fait, vous avez deux types d'apprenants. Vous avez les apprenants qui pensent que l'intelligence est fixe, c'est ceux qui sont à gauche, et vous avez les apprenants qui pensent qu'au contraire, l'intelligence, c'est quelque chose de plastique qui dépend des efforts que l'on fournit. Donc ça, en anglais, on appelle ça le growth mindset. Et ce que l'on montre, c'est que les élèves qui pensent que leur intelligence est plastique ont un niveau d'activation cérébrale en moyenne qui est plus élevé que les élèves qui pensent que leur intelligence est fixe. Puisqu'ils ont un niveau d'activation cérébrale qui est plus élevé, alors ils ont des apprentissages qui sont plus solides et de meilleure qualité. Donc là, dans les projets que l'on réalise en établissement, on forme les élèves à ces différents types d'intelligence parce qu'il y a des études qui montrent que lorsqu'on fait passer un élève d'une vision fixiste à une vision plastique, alors il change de mode d'apprentissage et il devient plus motivé, plus impliqué, il accepte plus les efforts. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai expliqué dans cette diapositive. Et donc, du coup, lorsqu'on intervient en établissement, on combine toujours trois approches. Un, on forme les élèves. Et je vous ai montré en quoi c'était fondamental pour que les élèves comprennent l'origine des stratégies qui sont efficaces, même s'ils ne le perçoivent pas forcément. En deuxième, on va leur proposer des outils et des stratégies sur les stratégies efficaces. Et en troisième temps, on organise la métacognition, c'est-à-dire on permet aux apprenants de prendre le temps de se demander où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour progresser. Alors, une expérience qui a été réalisée en classe sur 1300 élèves. Pendant les 4 premiers mois de l'année, les professeurs, alors ça a été fait du CM1 à la 3e en histoire-géographie et en SVT. Donc pendant les 4 premiers mois de l'année, les professeurs ont fait cours normalement comme ils le faisaient habituellement. Pendant 1 mois, ils n'ont pas parlé de ces contenus. On a testé en janvier la manière dont les élèves avaient compris et mémorisé les éléments vus pendant les 4 premiers mois. Puis, pendant 4 autres mois, les professeurs, cette fois, ont fait cours avec des outils d'aide à la mémorisation à long terme que je vais vous présenter dans 3 minutes. Pendant 1 mois, ils n'ont pas parlé des contenus et puis, ils ont testé la manière dont les élèves se souvenaient et comprenaient les éléments vus pendant, du coup, les 4 mois, février, mars, avril et un peu janvier. Donc, dans les diapositives, vous trouverez les informations plus précises sur cette étude, la répartition des classes et des élèves, donc 1400 élèves. Voici les résultats. En moyenne, en janvier, les élèves avaient 43% de bonnes réponses. En juin, ils avaient 61% de bonnes réponses. Donc, ces outils sont très efficaces pour aider les apprentissages. Encore plus intéressant, ici, on a classé les élèves en fonction de leurs résultats en janvier. Donc, vous avez ceux qui ont 80%, puis 60%, etc., etc. Donc, en bleu, c'est les résultats en janvier. En jaune, ce sont les résultats en juin. Et en rouge, c'est l'augmentation de performance des élèves. On voit 2 choses. On voit qu'à part les élèves très performants, tous les autres bénéficient de ce type d'approche. Et ce bénéfice est d'autant plus grand que les élèves sont soi-disant scolairement en difficulté. En fait, être scolairement en difficulté, ça veut souvent dire ne pas avoir les bonnes stratégies cognitives. Mais si on propose aux élèves des outils qui les forcent à utiliser les bonnes stratégies, alors ils progressent de manière significative. Alors, justement, cet effet de testing, comment forcer les élèves à activer leur réseau de neurones? La stratégie la plus efficace, c'est de construire ce qu'on appelle des fiches mémo. Donc là, vous avez un exemple de fiche mémo. En fait, ce sont des couples questions-réponses, donc qui peuvent être présentés comme ici dans un tableau, qui peuvent être mis sous format numérique, peu importe. L'apprenant, bien sûr, cache les réponses, regarde les questions
répond dans sa tête à l'oral, à l'écrit ou bien avec un camarade et compare sa réponse avec la réponse attendue. S'il considère qu'il a bien répondu, alors dans sa grille d'auto-évaluation, il met un plus, sinon il met un moins. Et ce qu'on lui signifie, c'est que pour qu'une connaissance soit considérée comme à peu près acquise sur le long terme, il faut s'être posé la question plusieurs fois, puisqu'il y a plusieurs cases dans le tableau. Et entre deux cases, il faut plusieurs nuits. Et normalement, plus on s'éloigne dans le tableau et plus le nombre de nuits qu'il faut doit être important. Ça, cette partie auto-évaluation va vraiment permettre à l'apprenant de réguler sa mémorisation en se focalisant sur les réponses où il aura eu plus de moins, en laissant peut-être de côté d'autres. S'il a trop de moins, eh bien, il faudra qu'il retourne voir un professeur parce que là, il y a un défaut de compréhension qui fait obstacle à la mémorisation. Et ce sont des outils qui sont simples à construire et à utiliser et qui sont très efficaces. Alors, pour que les élèves adhèrent, il faut bien sûr qu'ils comprennent pourquoi on leur propose ça. Et il faut utiliser du temps scolaire pour valoriser ces outils. Il ne s'agit pas de tout déléguer à la maison parce que dans ce cas-là, ça perd un peu de sens. Donc, il est vraiment important de les utiliser sur temps scolaire. Bon, ça, c'est le fait de dire qu'il faut aussi des schémas, mais je vais passer. Là, vous avez des élèves de 6e qui travaillent sur leurs fiches mémo. Alors, favoriser les feedbacks immédiats, c'est ce que l'on fait lorsqu'on parle aux élèves en classe, lorsqu'on fait des corrections. On peut aussi penser des stratégies qui vont permettre de favoriser les feedbacks sur les évaluations sommatives. Enfin, il y a plein de stratégies à penser, mais en tout cas, les feedbacks immédiats, c'est très important. J'avais un exemple, mais je vais passer pour pouvoir arriver à ma dernière partie. Sur l'espacement, alors je vous présente rapidement ce qu'on appelle un planning de mémorisation expansée. Vous avez ici en haut les quinzaines de l'année, d'accord? Donc la quinzaine 1, 2, etc. Donc 30 semaines, donc 15 quinzaines. Vous avez en ligne les paquets de questions-réponses. Donc là, par exemple, c'est un enseignement avec 12 chapitres et un paquet questions-réponses par chapitre. Et en fait, les cases noires sont les quinzaines où ce paquet est vu pour la première fois. Et les cases grisées sont les cases où on va réviser le paquet. Donc, si je prends par exemple la quinzaine 12, on est en train de réviser le paquet 2 et le paquet 7, mais on est en train d'apprendre pour la première fois le paquet 10. Et donc, un tel planning créé par un enseignant, bien sûr, et mis à disposition des élèves, fait que sur temps scolaire, on va pouvoir réinterroger des fiches mémo des autres chapitres et faire de la mémorisation expansée au service de la mémorisation à long terme. Alors, convoquer les modèles mentaux, ça, on le fait en classe quand on permet aux apprenants de dire ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, bon, là, il y a plusieurs stratégies et je ne vais pas les présenter. Et ça, voilà, je passe. Voilà, c'était... Voilà, donc je voudrais profiter donc, du temps qui reste pour vous présenter des stratégies en établissement. Je vous ai présenté les principes. Je vous ai présenté des outils, mais en fait, si on est seul à utiliser quelques outils, c'est beaucoup moins efficace que si, au sein d'un établissement, au sein d'une équipe, on se met à plusieurs. Que l'élève, sinon, il va se dire, c'est bizarre. Bon, alors, il y a des élèves qui adhèrent toujours à ce que propose leur professeur, mais c'est vrai que si c'est des stratégies pour lesquelles on est plus nombreux à les utiliser, alors les élèves y adhèrent plus, et en plus, il y a plus d'effets sur le long terme. Alors, les coniclasses sont des structures qui proposent autour d'une classe, donc si c'est le premier degré, bon, il y a un seul professeur qui est impliqué, mais si c'est au collège ou au lycée, autour de cette classe, on va identifier dans l'équipe pédagogique quelques professeurs qui souhaitent se lancer dans cette expérimentation. Ensemble, ils vont se mettre d'accord sur quelques outils issus des apports des sciences cognitives, tels que ceux que je viens de vous présenter. Et ils vont utiliser ensemble ces outils de manière coordonnée en formant les élèves à pourquoi ils les utilisent. Il y a un réseau national de coniclasses avec un site internet. Donc, je vous ai mis l'adresse du site qui est ici. Donc, c'est une équipe absolument géniale avec laquelle moi je travaille beaucoup et c'est vraiment des très beaux projets. Et sur leur site internet, il y a des ressources de très grande qualité et très riches. Donc, par exemple, vous trouvez
des fiches sur quelles pistes pédagogiques suivre. Vous trouvez des pistes, des documents sur comment communiquer aux parents, comment présenter aux élèves, etc., etc. Alors, les Coni-classes, c'est des projets qui sont centrés autour d'une classe. Le deuxième projet qui existe en établissement, c'est ce qu'on appelle les Learning Labs. Alors là, c'est un petit peu plus transversal, donc je reviens à mon image de début. L'idée du Learning Lab, c'est d'être un petit peu au-dessus de la problématique des classes et d'avoir plus une approche établissement-apprenant. Donc, vous avez quelques enseignants d'un établissement qui souhaitent se lancer dans un tel projet, utiliser les apports des sciences cognitives et rentrer dans le réseau des Learning Labs. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est la réussite pour tous les élèves, utiliser les apports des sciences cognitives, mais avec une dynamique qui était inspirée des Fab Labs que l'on trouve dans certains établissements, donc quelque chose de très horizontal au niveau de la communauté éducative, quelque chose de très coopératif et mutualiste. Donc ça, c'est le logo du réseau. Et l'idée, c'est que dans un établissement scolaire, il doit y avoir un lieu qui peut être symbolique. On a des collèges, par exemple, où le lieu, c'est un morceau de mur, voilà, où il y a le logo du réseau, quelques affiches sur les apprentissages. Et puis, ça peut être un peu plus conséquent. On a d'autres établissements qui ont revu l'organisation du CDI pour le transformer en Learning Lab. Mais surtout, ce qui caractérise le Learning Lab, c'est les dynamiques qui vont être créées au sein de l'établissement scolaire. Et ces dynamiques, elles peuvent être très variées. C'est ça qui est intéressant aussi dans le projet des Learning Labs, c'est que chaque établissement développe autour des axes très forts son propre projet, ses propres actions. Et là, ça va dépendre du public, des professeurs, des envies, du contexte. Donc, nous avons une charte commune qui redit que nous sommes ancrés dans les apports des sciences cognitives, que nous sommes au service de l'ensemble de la communauté éducative, donc c'est-à-dire les parents, les partenaires, évidemment les élèves, mais l'équipe administrative, l'équipe de direction, ça c'est fondamental de travailler avec eux. Il faut qu'il y ait un espace, alors je vous ai dit ça peut être très réduit, ça peut être un morceau de mur, et surtout, voilà, des dynamiques qui sont des initiatives, des ateliers, des moments de partage. Dans chaque Learning Lab, il y a des personnes ressources qui sont identifiées, donc au minimum 2. Et ces personnes ressources, elles sont formées au niveau de l'académie. Alors là, je parle pour l'académie. Alors, on peut être Learning Lab en France, n'importe où. Par contre, pour être formé en présentiel, c'est que les personnes de Versailles. Les personnes qui sont hors Versailles, on a un espace magistère collaboratif et du coup, on a plus un travail à distance en virtuel. Mais en tout cas, toutes ces personnes ressources et tous ces Learning Labs sont mis en réseau. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi de mon expérience à la main, à la patte, c'est la force d'un réseau, l'identité du réseau et la force du partage et du travail collaboratif. Donc, un projet qui s'adresse à toute la communauté éducative. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors, voilà, ça, c'est la charte des Learning Labs. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui tient sur une page. Qu'est-ce que c'est? Qui peut en bénéficier? Qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà. On travaille sur les thèmes que j'ai développés depuis le début, c'est-à-dire comment aider les élèves à mémoriser, comprendre, être attentifs, auto-réguler par métacognition et réguler aussi les comportements perturbateurs. Depuis 2 ans, on a formalisé des axes de travail. Donc voilà, pour l'instant, ce sont ceux-ci. Donc, comment former les élèves qu'ils comprennent comment fonctionne le cerveau. Donc, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises l'importance de former les élèves pour qu'ils adhèrent. Comment accompagner les apprentissages? Donc, quel thème, quel outil, quelle stratégie? Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout travailler en même temps. Donc, il faut prioriser en fonction des besoins. Est-ce qu'on commence par travailler sur l'attention? Est-ce qu'on commence par travailler sur la mémorisation, etc., etc. Donc, ça, c'est des questions à se poser en équipe. Troisième question, quand et où accompagner les apprentissages? Sur temps scolaire, hors temps scolaire. Voilà, au collège, on a un lien très fort avec devoirs faits. On a un lien très fort avec les salles de permanence, avec le dans la classe, hors la classe, avec des partenaires. Quatrième question, comment former les personnels? Puisque je vous ai dit, il y a des personnes ressources qui sont formées et mises en réseau, mais et les autres? Et donc, ce qui se passe dans les Learning Labs, souvent, c'est
des moments un petit peu, bon alors là en période Covid on le fait un petit peu moins, on le fait même plus, mais avant c'était des moments café-échange autour du Learning Lab ou bien une fois par mois le Sandwich Learning Lab pour parler d'un élément de pédagogie. Et en fait, les personnes ressources sont ressources parce qu'elles apportent des éléments issus de la littérature, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans le réseau, parfois on n'a pas les réponses à toutes les questions posées par les collègues, mais on peut aussi interroger les autres personnes du réseau. Et dans le réseau, voilà, on trouve des éléments de réponse, pas à tout, voilà, mais en tout cas, on peut réfléchir ensemble à ces questions-là. Donc, 5e question, comment impliquer les parents? Ce qui n'est pas simple, et ça, vous le savez bien, mais c'est une question qui est fondamentale. Quelle autre personne autour de l'établissement peut-on mobiliser? Arrive assez rapidement la question de l'aménagement des espaces, voilà, quand on se pose la question des apprentissages. Donc, on se pose cette question, comment équiper le Learning Lab ou les salles? Voilà, donc ça, c'est les 2 dernières questions. Donc ça, c'est pour illustrer les questions qu'on se pose. Et donc, quand on se rencontre, donc là, par exemple, la réunion de rentrée des Learning Labs a eu lieu sur l'Académie de Versailles le 15 octobre. Et ces questions vont structurer notre travail. Et c'est la manière dont on fait le bilan de l'année qui s'est écoulée et dont on prévoit les projets pour l'année à venir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que selon les contextes, on a des choses très différentes. Il y a des collègues qui vont proposer des ateliers sur temps scolaire, d'autres qui vont proposer des choses hors temps scolaire, avec des espèces de cycles de mini-conférences ou bien des clubs sur le temps du midi. On a des moments d'échange entre professeurs. On a aussi des élèves qui disent « nous, on aimerait bien faire un atelier pour, entre nous, se parler de comment est-ce qu'on apprend ». Voilà, donc on a vraiment des choses très différentes et très riches en fait. Et ce qui est riche, c'est aussi de partager les expériences. Par exemple, l'année dernière, pendant le confinement, il y a une collègue d'un Learning Lab qui a proposé une visio aux parents pour discuter avec les parents de comment aider les élèves à apprendre dans cette période de confinement. Et en fait, quand on a fait une mise en commun, elle a donc raconté cette expérience et il y en a plein d'autres qui ont dit « mais c'est une très bonne idée, on va faire pareil ». Voilà, donc c'est ça la force d'un réseau, c'est de partager les idées, les expériences. Donc là, vous avez des exemples d'affiches sur les apprentissages qui ont été créés par des élèves. Donc là, vous avez par exemple des élèves qui ont écrit « Lire et relire le cours donne l'illusion de savoir, se poser des questions et chercher les réponses est beaucoup plus efficace ». Là, une autre affiche sur l'attention créée par des élèves de 4e. En tout cas, des projets très riches. Alors, j'espère que sur ces questions fondamentales qui sont « qu'est-ce que mémoriser ? Comment aider un apprenant à mémoriser ? Qu'est-ce que comprendre ? Qu'est-ce qu'apprendre ?» Le fait d'un petit peu plus comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un apprenant vous fait envisager ces questions de manière un peu différente. En tout cas, seul, on ne va pas loin. C'est en étant tous ensemble qu'on peut proposer un projet éducatif riche pour nos élèves et permettre que chaque élève puisse réussir. Alors, à partir de là, je vous ai proposé quelques ressources. Donc ici, il s'agit d'un Geniali, qui est disponible donc en ligne, que les formateurs de l'Académie de Versailles ont créé l'année dernière en période de confinement et dans lesquels vous trouverez des outils, des témoignages, des ressources aussi. Donc, voilà, un lien assez riche à aller voir. Bibliographie, ben voilà, mes 3 incontournables. Alors, le livre de Steve Masson, Activer ses neurones. Donc, c'est vraiment, voilà, se construire une représentation du cerveau qui apprend et envisager les gestes professionnels qui, du coup, en découlent. Steve Masson, pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui explique les choses de manière limpide. Il a aussi une chaîne YouTube qui est vraiment très, très bien faite. Deuxième incontournable, c'est le dernier livre de Jean-Luc Berthier et Frédéric Guillet sur apprendre à mieux mémoriser. Une mine d'or sur des stratégies pédagogiques en classe. Et puis un ouvrage qui est devenu un petit peu un classique maintenant, les neurosciences cognitives dans la classe. Donc ça, c'est vraiment les expériences des coniclasses avec des stratégies pédagogiques, voilà, des outils, des exemples, des témoignages. Je vous ai mis d'autres livres aussi, alors qui sont peut-être un peu moins opérationnels, mais c'est pour aller plus loin.
Donc, mets-toi ça dans la tête de Rodiger. Alors, Rodiger, c'est un des auteurs qui a participé aux études qui ont mis en évidence l'effet testing. Et donc, c'est le livre un peu de vulgarisation de ces études-là sur la mémorisation. C'est passionnant, puis bon, c'est écrit par des anglo-saxons, donc c'est très accessible. Un ouvrage sur le cerveau et les apprentissages, un petit peu plus technique, mais qui couvre bien l'ensemble des problématiques, en particulier des choses plus liées au premier degré sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, de la numération. Apprendre à résister d'Olivier Houdet, un classique aussi sur les stratégies de résistance cognitive, qui sont des stratégies que je n'ai pas du tout abordées aujourd'hui. Et un livre très intéressant donc, qui s'appelle L'apprentissage visible pour les enseignants, mais qui est un petit peu quand même pas facile à lire. Et en fait, c'est un auteur qui a recensé toutes les méta-analyses qui concernent l'éducation. Donc ça, c'est vraiment le livre « L'éducation fondée sur l'épreuve ». Voilà, ensuite, je vous ai mis des sites internet qui sont voilà, les sites sur lesquels moi, je m'informe. Donc, un site anglais qui est vraiment très, très bien fait. Des conférences, donc c'est vraiment pour moi le B à bas, hein, voilà, que j'ai partagé avec vous, des conférences qui sont des incontournables, voilà, conférences de Steve Masson, Franck Ramu, Stanislas Dehaene. Et le site, bien sûr, sciencescognitives.fr, donc le site lié au Coniclass, et le site de la main à la pâte sur les sciences cognitives qui s'appelle donc Synapse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà, merci infiniment. Je vais prendre tout de suite la relève, d'abord en notant, parce que vous ne pouviez pas suivre le chat et nous, on était complètement penchés sur le chat depuis un petit moment, sur les remerciements pour cette intervention très riche, dense, etc. Là, tout se termine par beaucoup de remerciements pour cet excellent exposé. Et en même temps, on avait, ça va tellement vite que j'ai des quantités de demandes pour avoir l'enregistrement, etc. Alors, j'ai dit à tout le monde que tout le monde aurait de toute façon le PowerPoint par eux dans la semaine, ça sera envoyé, et du coup, ça permettra un peu de temps. L'enregistrement sera sur le cloud de l'ICP, mais ultérieurement. Et s'il y a des gens qui le veulent très vite, comme je vais l'avoir, je pourrais l'envoyer par WeTransfer à ceux qui me le demanderont. Et j'ai mis sur le chat mon adresse ICP, donc à m.lilienthal, vous retrouverez, et je le remettrai à la fin, comme ça vous pourrez le renoter. Voilà, donc on a décidé avec Sylvie Myrtil de partager le jeu des questions. Et il y en a une toute bête, je vais commencer par une qui concerne, là il y a beaucoup de gens de l'enseignement privé, et on a un collègue qui dit « Ah oui, mais c'est bien les réseaux, mais comment les établissements du privé peuvent-ils intégrer ces réseaux ?» Alors, pour l'instant, donc c'est un réseau que j'ai créé il y a 3 ans. Donc la première année, il y avait 3 établissements qui étaient vraiment expérimentateurs. L'année dernière, on est passé à 20 établissements. Et voilà, et vous voyez bien que l'année dernière, avec le confinement, les choses ont été compliquées et que là, en début d'année, c'est un peu plus simple, mais pas très simple quand même. Donc, c'est vraiment un projet qui débute. Donc, pour l'instant, si on veut rejoindre le réseau, il n'y a aucun problème. Les établissements privés sont les bienvenus. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est plus lié je sais pas, au hasard des rencontres. J'ai proposé déjà plusieurs fois à des chefs d'établissement que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je vais en établissement. Donc, vraiment, c'est avec grand plaisir. Enfin, voilà. Et pour l'instant, pour postuler, entre guillemets, enfin, pour intégrer le réseau, il faut m'écrire par mail. Et en fait, il faut que ce soit le chef d'établissement qui m'écrive en faisant cette demande de manière très officielle. Et il faut qu'il y ait 2 ou 3 professeurs ressources qui soient identifiés comme souhaitant voilà, porter le projet. Donc, c'est une démarche très simple, finalement. Alors, on va donner la parole à Sylvie pour une seconde question. Alors, moi, j'ai repéré une question qui faisait référence au modèle opératoire du concept de Britt-Marie Barthes. Est-ce qu'il y a un lien avec tout cela? Alors, je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas pouvoir vous dire.
sauf si vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit. Alors, c'était une question qui était posée par un des auditeurs. Je n'ai pas repéré le nom parce que je me suis dépêchée de repérer les questions, mais peut-être qu'on aura d'autres éléments par la suite, mais on peut laisser en suspens. Et puis, quelqu'un d'autre a posé la question de savoir si ce que vous venez de nous expliquer ce soir pouvait éventuellement être intégré à une journée pédagogique en établissement. Est-ce que vous pourriez intervenir dans ce cadre-là? Oui, c'est possible. Après, oui, c'est possible. Après, j'ai beaucoup de demandes et pas forcément beaucoup de disponibilité. C'est là où j'atteins un peu la limite de ce que je peux faire. Par contre, là, ce qu'il faudrait une piste, ce serait peut-être aussi d'avoir des formateurs du privé qui deviennent spécialistes de ces questions. Et ça, moi, je pourrais former des formateurs du privé et qu'eux puissent intervenir en établissement. Parce que, bien sûr, je suis toujours très contente d'aller en établissement et de former des équipes, mais voilà, j'ai un temps qui est réduit. Ces questions de sciences cognitives, je fais ça en plus de mes autres missions. Je n'ai pas de décharge particulière. Donc, parfois, voilà, ma limite, c'est mon temps. Bien sûr. Mais on pourrait organiser une formation de formateur. Bon, on va y penser. Il y avait une question sur la tension qu'il y a toujours pour un enseignant entre l'importance très grande des notions à maîtriser, ce qu'on appelle les programmes, et la méthode qui consiste justement à faire notamment en classe ces fiches mémo, ces fiches de test, etc., à l'étaler en plus dans le temps. Donc, je sais bien qu'il y a la méthode spiralaire, etc. Mais on a un peu l'impression que du coup, il y a beaucoup de temps à l'exercice et à la mémorisation qui devrait se faire en cours. Et comment jongler avec tout ça? La question, c'est une excellente question. C'est la question de l'efficience pédagogique. Oui, les programmes sont lourds. Alors, ça dépend des disciplines et ça dépend des niveaux, hein. Les contraintes sur les programmes ne vont pas être tout à fait les mêmes. Et là, on a des choses assez variables. Par exemple, aujourd'hui au lycée, avec les nouvelles spécialités, on a des programmes qui sont denses et très exigeants. Au collège, un petit peu moins. On a des contraintes parfois en histoire-géographie qui sont plus importantes que dans d'autres disciplines. Bref, donc déjà, les situations sont diverses. Mais par contre, la question, c'est, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste 6 mois après? Qu'est-ce qui reste 1 an après? Et très honnêtement, il ne reste pas grand-chose. Donc, finalement, le professeur aura fait son programme, mais est-ce que l'élève, lui, l'aura fait? Donc, au lieu de tout faire et de tout faire pas très bien, alors, je voudrais blesser personne en disant ça, hein, mais voilà. Est-ce qu'il vaut mieux pas disons, choisir ce que l'on va faire de manière très étayée, avec des outils pour que ça ancre les connaissances sur le long terme? On a une problématique chez nos élèves, c'est qu'ils ont un déficit d'éléments ancrés dans leur mémoire à long terme, et ce déficit-là fait obstacle à des éléments de compréhension. Pendant longtemps, on a dit, nous, on ne veut pas que nos élèves apprennent par cœur plein de choses, parce qu'au final, aujourd'hui, on a des livres entiers avec des connaissances. Par Internet, on a accès à tout ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos élèves comprennent. Sauf qu'en fait, là, on a une illusion aussi, c'est que comprendre, c'est mettre en lien des éléments qu'on a en mémoire à long terme. Et si on n'a pas grand-chose en mémoire à long terme à mettre en lien, alors on n'accède pas à de la compréhension. Donc, ce travail d'identification des essentiels, de mémorisation à long terme est juste fondamental pour que nos élèves deviennent plus agiles intellectuellement. Alors après, un élément important, c'est que dans les fiches mémo, l'idée n'est pas de transformer l'ensemble des programmes en fiches mémo, mais bien d'identifier dans les programmes les notions essentielles dont les élèves ont besoin pour construire sur le long terme. Et c'est un travail qui est loin d'être simple. Par exemple, l'année dernière en SVT sur l'Académie de Versailles, c'est un travail qu'on a proposé à l'ensemble des professeurs de collège de SVT. Eh bien, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un essentiel et comment rédiger les questions et comment rédiger les réponses, on voit bien que ce n'est pas simple. Voilà, donc ma réponse c'est oui, ça prend du temps, mais en fait, c'est nécessaire. Et si on ne le fait pas,
on favorise les élèves qui sont déjà performants scolairement et on n'aide pas ceux qui ont besoin de l'accompagnement et de l'explicitation de ces stratégies cognitives. Alors, Sylvie, oui, il à y a toi. une question qui demande, enfin, on demande un éclairage sur le sens de la formulation favoriser l'espacement. Alors, favoriser l'espacement, c'est dire que, donc ça c'est le planning de mémorisation expansée, c'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas de faire une fiche mémo et de la travailler pendant une semaine et après de ne plus parler de ces notions-là. En fait, il faut, pour les notions importantes, normalement, une notion, pour être bien ancrée dans la mémoire à long terme, il faut qu'elle soit vue une première fois, qu'elle soit rappelée dans un temps très court qui est limite du 24 heures, puis quelques jours après, puis une semaine, puis 3 semaines, puis 2 mois, puis 6 mois. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'expansé. Alors, du coup, quand on est au second degré et qu'on ne voit pas les élèves tous les jours de la semaine, on voit bien que c'est compliqué. Donc, il y a des stratégies pour faire ça en équipe, comme les cahiers de réactivation. Donc là, sur le site sciencescognitives.fr, vous trouverez tout sur les cahiers de réactivation, mais qui vont permettre de reposer des questions à court terme, même si nous, on ne voit pas les élèves. Et le calendrier de mémorisation expansée que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est vraiment une stratégie construite par l'enseignant pour les éléments essentiels, prévoir de les revoir dans un temps très court après le moment d'apprentissage, puis un temps un petit peu plus long, puis un temps encore plus long, tout ça sur une année scolaire. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Alors je reprends la main. Il y a des réponses un petit peu par rapport à ces formations. Il y a pas mal de personnes qui font à l'Université catholique d'Angers. Donc, il y a une formation, un diplôme universitaire de neurosciences. Plusieurs personnes d'ailleurs qui vous écoutent le font, l'ont fait, vont le faire, sont tentées, etc. Il y a aussi des formations au titre de formateur que fait l'ISP. Hein, voilà. Donc parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se former et qui veulent se mettre en réseau, etc. Alors, pour ce qui est des questions, vous avez démoli la carte mentale. Non. Et Non. du coup, on me dit, à quoi ça sert alors? Très bonne question. Alors, je n'ai pas du tout démoli la carte mentale. Mais par contre, j'ai montré que ce n'était pas un outil qui permettait d'aider la mémorisation. Alors, si on revient à l'idée de l'analogie de chemin dans la forêt, vous voyez, si on veut avoir un réseau de chemins intéressant, il faut faire deux choses. Il faut travailler chaque chemin et ensuite, il faut mettre les chemins en lien. Les fiches mémo, donc le travail de questions-réponses, permet de travailler chaque chemin. La carte mentale permet de mettre en lien les chemins. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et cette mise en lien, elle va être intéressante parce qu'elle permet d'accéder à un certain niveau de compréhension en mettant les connaissances unitaires, les grains de connaissances, on va dire, en lien. On a dit, la compréhension, c'est mettre en lien des éléments qu'on a en mémoire. Les cartes mentales, elles font ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant aussi quand on a une représentation de ce qu'est un cerveau qui apprend, c'est que les outils pédagogiques, on peut les regarder avec un regard différent et se dire, cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il travaille chaque chemin mnésique? Est-ce qu'il permet d'identifier ceux qui sont importants et moins importants? Est-ce qu'il permet de mettre en lien les chemins? Est-ce qu'il permet d'accéder à de la compréhension, etc., etc. Et donc, la carte mentale, c'est un bon outil pour accéder à un premier niveau de compréhension et construire des liens. Ce n'est pas un bon outil pour faire de la mémorisation à long terme. Quelqu'un qui confirme. Hein. Dans le chat, à 90%, les élèves ont répondu que ça ne les aidait pas à mémoriser. Voilà. Oui, alors parfois, il faut se méfier parce que les élèves, ce n'est pas forcément les plus… Enfin, vous voyez, on est sur le ressenti. Et comme on l'a vu dans l'étude tout à l'heure, ils n'ont pas forcément un ressenti qui est toujours en adéquation avec les résultats. Mais bon. Sylvie? Alors, j'ai vu passer une question aussi sur les demandes fortes d'élèves, mais on dépasse les élèves puisque c'est plus pour des cours de master, d'élèves, donc d'étudiants qui demandent plutôt du cours magistral avec le souhait de ne rien manquer, de ne louper aucune information.
Alors, c'est que des étudiants demandent plus de cours magistral que de mise en activité, par exemple, Voilà, c'est ça? par exemple, parce qu'ils ont la sensation que ils vont rien louper. Et ils vont moins louper de choses que si on a une mise en activité ou un travail moins classique, je dirais. Oui, alors là, il y a une étude qui est présentée par Steve Masson dans son ouvrage qui compare justement la part de réussite des apprenants lorsqu'ils apprennent par cours magistral ou qu'ils apprennent par activité engageante, je dirais. Et ce qu'on voit, c'est que les résultats sont meilleurs lorsque les élèves, enfin, les apprenants sont mis en situation active. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des conférences où les personnes qui sont en face sont actives. Il y a des manières de faire pour aider à activer. Mais ce qui est difficile lorsqu'on fait du cours magistral, c'est d'être sûr que tous les élèves ont leur réseau de neurones activé. Donc ça, c'est la problématique du pédagogue, donc de trouver des stratégies, c'est-à-dire de s'arrêter, de faire des questionnaires, de vérifier le niveau de compréhension de chacun, etc. Et encore une fois, il faut différencier les stratégies que l'enseignant va mettre en œuvre et la crainte des élèves ou des candidats. C'est-à-dire que les candidats, ils ont juste envie d'être rassurés. Donc, il faut leur montrer que les stratégies qu'on leur propose, si on leur propose, c'est parce qu'elles sont plus efficaces que d'autres. Et donc, il faut qu'ils nous fassent confiance et qu'ils aillent un peu dans notre sens. Après, chez les élèves de terminale, par exemple, il peut y avoir une autre crainte, c'est qu'en terminale, on fait peu de cours magistraux. Or, ils savent qu'à l'université, ils vont en avoir beaucoup et ils ont peur d'être mal préparés, par exemple, à la prise de notes. Bon, mais là, c'est une problématique qui est très différente. Donc, ça dépend un petit peu de l'apprenant en question, quelle est sa crainte, en fait. Il y a quelqu'un qui écrit que les adultes bénéficient aussi de ces stratégies, qu'elle expérimente en formation d'enseignants spécialisés, parce qu'être acteur actif de la mémoire, même pour les adultes. Ah, pardon, pour les adultes, voilà. J'ai mal lu, excuse-moi. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que chez les apprenants, globalement, on peut toujours faire deux catégories, c'est-à-dire les apprenants qui sont capables d'activer de manière intuitive les bonnes stratégies cognitives. Globalement, les enseignants font plutôt partie de ces catégories-là. Et ensuite, vous avez les autres, les apprenants qui, eux, ne sont pas capables de manière intuitive d'activer ces bonnes stratégies cognitives. Vous avez des élèves qui lisent leurs cours et qui mémorisent très bien. Hein. D'accord? Donc, eux, voilà, c'est-à-dire qu'eux, ils sont capables d'auto-activer leur réseau de neurones et de mémoriser alors qu'ils lisent. Ils n'ont pas besoin de forcer leur stratégie avec des types questions-réponses. Mais toute la question, c'est comment on aide les autres à enclencher les bonnes stratégies. Et ce qu'on voyait dans l'exemple qui a été réalisé en classe sur 1300 élèves, c'est que, à part les très, très, très performants, tous les autres bénéficient de ces outils. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De toute façon, tout le travail de métacognition fait que les élèves trouvent leur propre stratégie. C'est ça qu'on essaye de construire. Oui, alors il ne faut pas non plus créer l'illusion que chaque apprenant apprend de manière différente, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement vrai. Et donc, c'est vrai que ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais parfois, on dit qu'il y a des apprenants qui ont plutôt des stratégies d'apprentissage visuel, auditive. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle un neuromythe, c'est-à-dire une connaissance fausse sur le fonctionnement du cerveau. Il n'y a pas de mémoire auditive, visuelle ou kinesthésique. En fait, on mémorise de la même manière, mais par contre, c'est les entrées sensitives qui sont différentes. Mais pour maximiser la mémorisation, il faut maximiser les entrées cognitives, les entrées sensorielles. Donc, il faut à la fois du son, de la vision, du toucher. Donc, ça, c'est vraiment important. Et les stratégies de mémorisation, globalement, c'est les mêmes pour tous les apprenants. Donc, quand on fait de la métacognition, ce qui est important surtout, c'est que l'élève prenne conscience plutôt de ses blocages. Je prends un exemple sur les stratégies ouvertes, les activités ouvertes type tâches complexes. D'accord? Vous avez des apprenants qui vont avoir beaucoup de réticence à se lancer dans ce type de tâches parce qu'ils ont peur d'échouer, parce que c'est moins cadré que des types de questions
plus dirigé, plus fermé. Et donc, typiquement, ce genre d'apprenant, il faut qu'il accepte dans un premier temps l'inconfort qui est engagé par ce genre de tâche. Et il faut aussi qu'il apprenne que lorsqu'il accepte de se mettre un petit peu en danger et de se lancer dans la tâche, en fait, il va trouver dans les documents prévus par l'enseignant, dans le travail avec ses pairs et dans l'accompagnement par les enseignants, toutes les ressources qui vont lui permettre de réussir. Et donc, il va prendre confiance en lui et il va accepter les fois d'après de se trouver dans une situation d'inconfort et de se dire, en fait, cette situation d'inconfort, elle n'est pas très agréable, mais je sais qu'elle est transitoire et que je peux y arriver. Et la métacognition, c'est très important pour ça. D'abord pour partager, pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à ressentir ça, que les autres ressentent ça aussi. Déjà, ça rassure beaucoup. Et de se rendre compte que c'est temporaire et que les efforts qu'on va faire vont permettre de passer ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ressent tous, c'est-à-dire que tous, je suis sûre, parmi l'Assemblée, parfois on a des tâches à faire, on nous demande de rédiger quelque chose ou de présenter quelque chose et on se dit oh, « je ne vais pas y arriver ». On a l'impression un peu d'être devant une montagne. Sauf que nous, on est un petit peu habitués à ça et puis on se dit bah, « allez, c'est pas grave, j'y vais, je vais prendre les choses petit à petit, je sais que ça va aller », même si on a un petit moment d'inconfort. Et donc, la métacognition, c'est aussi très important pour ça. Donc, ça va rejoindre des problématiques de sentiments métacognitifs, de confiance en soi. Alors, il y a eu une question sur la place de la classe inversée dans ce dispositif. Comment jongler? Comment utiliser la classe inversée tout en utilisant la logique que vous venez de nous expliquer? En fait, je dirais la problématique de la classe inversée, c'est un peu une problématique transversale, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la classe inversée sans tenir compte des apports des sciences cognitives et on peut le faire de manière un peu plus adaptée. Donc, moi, la classe inversée, pour moi, elle pose la question de comment est-ce qu'on articule ce que l'on fait en classe avec ce que l'on fait en dehors de la classe. Voilà, bon, que ce soit classe inversée ou devoir, ou voilà. Donc, comment est-ce qu'on donne de la cohérence à l'ensemble et comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble. Après, le point de vigilance que j'ai toujours sur la classe inversée, c'est de ne pas externaliser les apprentissages à la maison. Et en particulier, les élèves en difficulté sont particulièrement en difficulté sur ce type d'activité. Et ne pas rendre non plus trop lourd les activités qui sont demandées en classe. Moi, je dis toujours, si tous les professeurs faisaient une classe inversée qui nécessite, je ne sais pas, de suivre un cours de 20 minutes pour chaque heure de cours réalisé le lendemain, bon, on voit bien que ce n'est pas durable comme stratégie. Alors, il y a les questions de la résistance. Enfin, il y a quelqu'un qui dit, mais quand on propose ces stratégies de testing, etc., certains ne s'en emparent pas, alors que c'est souvent ceux qui en ont le plus besoin. Il y a quelqu'un qui plutôt dans le chat, parlait de résistance, d'inhibition. Comment faire pour donner confiance tout à l'heure, on parlait justement de la métacognition. Enfin, comment enclencher? Déjà, il faut se rendre compte que alors nous, on est second degré, hein, donc on a des élèves qui arrivent, ils ont déjà 11 ans, 12 ans. Donc, ils ont déjà une expérience scolaire non négligeable derrière eux. Et il faut bien se rendre compte que l'école n'est pas toujours très facile pour les élèves en difficulté. Et donc, des élèves qui sont déjà allés à l'école pendant 10 ans, on leur a dit il faut faire plus d'efforts, et puis ça n'a pas marché. Ils ont essayé à certains moments de faire des efforts, mais on ne leur a pas bien expliqué sur quoi faire des efforts, comment faire des efforts. Donc, ils ont continué à lire leurs cours, et puis ça n'a pas marché. Et donc, du coup, ce sont des élèves qui pensent que l'école n'est pas faite pour eux, parce qu'ils essayent de faire ce qu'on leur dit, et ça ne marche pas. Alors, tout d'un coup, il y a un professeur qui dit oui, mais moi, la stratégie que je te propose, tu vas voir, elle est vraiment différente et ça va marcher. En même temps, au départ, c'est normal que l'élève ne le croit pas parce que ça fait 10 ans qu'on lui dit la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est former les élèves et montrer les résultats scientifiques aux élèves pour leur dire là, ce que je te propose, si je te le propose, c'est parce qu'il y a une raison et je t'explique cette raison.
Et la deuxième chose à faire, c'est de ne pas externaliser ces stratégies en dehors de l'école. Très souvent, quand on dit à un élève, il faut que tu augmentes tes efforts, il faut que tu fasses mieux tes devoirs, il faut que tu apprennes mieux tes leçons, c'est que des choses à faire en dehors de l'école. Or là, ce que l'on propose, c'est d'utiliser ces stratégies de mémorisation, d'attention, de compréhension, de métacognition sur temps scolaire. Et l'élève, on lui dit, bien, on va le faire ensemble. Et ce n'est pas seulement toi qui vas le faire, c'est toute la classe. Parce que là aussi, on dit à l'élève, ah ben toi, tu as des difficultés, tu vas aller en séance de remédiation. Non, là, on propose des stratégies, on les propose à tout le monde et on les propose sur temps scolaire pour un accompagnement. Et par expérience, ce que l'on voit, c'est que les élèves, une fois qu'ils ont observé l'efficacité, après, ils continuent à le faire chez eux. Mais si c'est encore accompagné, vous voyez, on a des classes où en début d'année, on les forme, on utilise les outils en classe en début d'année, et 3 mois après, si en classe, on n'en parle plus, bah, il y a une petite diminution d'assiduité, parce que, voilà, c'est normal. Donc, donner du sens et faire sur temps scolaire, et accompagner, et ne pas lâcher. Voilà, il y a de la révolte au premier degré où Oui. si on travaille les stratégies cognitives, ils ne font pas rien pendant 10 ans. Ils font Oh, pas non, ce n'était pas du tout ce que je disais. Ouh là là, surtout pas. Évidemment, sur plein de choses, le premier degré a beaucoup de choses à nous apporter. Je suis la première convaincue, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, et là, personne me contredira, on récupère à l'entrée en 6e des élèves voilà, qui ont eu un parcours scolaire difficile et où ils n'ont pas été accompagnés, c'est vrai, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enseignants qui sont formés à ces stratégies. Voilà. Et donc, ces élèves-là, qui sont les élèves qui, au collège, sont des pré-décrocheurs, eh ben, c'est un peu normal qu'ils aient du mal à adhérer à un discours où on leur dit « mais si, il faut faire des efforts, tu verras, ça va marcher ». Parce que voilà, pendant 10 ans, ça n'a pas marché. Mais ce n'était pas une généralité et vraiment, je m'excuse si j'ai pu mal m'exprimer. Alors, il semble que vous ayez déclenché des vocations. Donc, il y a plusieurs questions qui sont passées il y a déjà quelque temps sur comment intégrer le réseau et comment se former, comment même devenir formateur. Ben, je dirais, ça c'est une question peut-être qu'il faut qu'on envisage ensemble après la conférence. Hein. Faut qu'on monte une stratégie, mais voilà, il y a... On a parlé d'Angers, on a parlé de l'ICP, etc. Alors, autrement, il y avait une question un peu pessimiste qui était, mais avec tout ça, en fait, nous sommes très mal classés puisqu'il y a des résultats comparatifs où la France, notamment en maths et même en soft skills. Donc, en gros, il y a une énorme pente à remonter. Vous vous y attelez, si j'ai bien compris. Et nous, on est tous sur ce chemin-là. Est-ce que vous avez des explications de votre point de vue justement d'inspectrice sur cet effondrement? Alors, un effondrement, bon, peut-être je ne dirais pas comme ça, mais en tout cas, c'est sûr, un classement international peu satisfaisant. Je pense que, évidemment, c'est des questions qui sont complexes et c'est multifactoriel. Néanmoins, pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est vraiment la consolidation des éléments de mémoire à long terme. Et en particulier, là, on voit très bien la différence entre des disciplines qui vont être cumulatives et des disciplines qui le sont moins. C'est-à-dire des disciplines où, si on a raté quelques marches, ben, c'est très difficile de construire quelque chose de solide. Et la première discipline impliquée, c'est les mathématiques. Donc, on a un déficit de consolidation qui fait que très rapidement, les élèves sont mis en difficulté, qu'on a du mal à consolider ce qui n'est pas acquis et du coup, voilà, l'édifice cognitif s'effondre un petit peu. Donc, c'est pour ça que je commence toujours par présenter ces éléments sur la mémorisation parce qu'en fait, il y a des gestes professionnels qui ne sont pas très compliqués à mettre en œuvre et qui sont très efficaces. Donc, si on avait ces stratégies-là sur le long terme, je pense que ça nous aiderait grandement parce que maîtriser ces connaissances, comme je l'ai déjà dit, va faciliter
l'automatisation et l'accès à de la compréhension. Donc là, pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est construire la confiance en soi, réinterroger le statut de l'erreur à l'école et, et permettre à chaque apprenant de progresser. C'est-à-dire qu'on est dans un système scolaire qui est quand même très normatif. On essaye de faire évoluer les choses. L'introduction des compétences avait cet objectif. On voit que c'est encore difficile, hein. On est en 2021. Les compétences, ça date de 2005. Ça nous arrive encore d'aller dans des classes où on ne voit aucune compétence, alors que l'objectif, c'était ça. C'était justement de valoriser ce que chaque apprenant sait faire, de faire un point sur là où il en est et de permettre à chacun de progresser. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de développer dans des programmes liés au sentiment métacognitif, à la métacognition. On a développé des outils qu'on appelle des projets de progrès. Donc là, c'est ce que j'avais comme diapositive et que je n'ai pas eu le temps de présenter, mais il s'agit d'être très explicite sur les attendus liés à certaines compétences et de permettre à chaque apprenant de s'auto-évaluer et de construire ses pistes de progrès. Parce qu'en fait, lorsqu'un apprenant se rend compte qu'il devient autonome dans la gestion de ses apprentissages, c'est-à-dire la compréhension de ce qu'on attend de lui, la compréhension de là où il en est et de ce qu'il peut faire pour progresser, en fait, c'est là où il reprend confiance. Et là, on a un problème de confiance en eux des élèves français. Et en particulier, dans PISA, on sait très bien que les élèves français préfèrent ne pas répondre plutôt que de risquer une mauvaise réponse. Donc, il y a sûrement plein d'autres choses, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est multifactoriel, mais en tout cas, deux axes sur lesquels nous, on essaie d'agir de manière très concrète auprès des professeurs et auprès des élèves, c'est-à-dire renforcer la mémorisation à long terme et travailler sur le sentiment métacognitif, la confiance en soi, la métacognition, la place de l'erreur dans les apprentissages. Merci. Il y a quelqu'un qui, sur cette question des mauvais scores en maths, disait qu'il y avait un problème de recrutement des enseignants du primaire qui étaient peu matheux et que voilà, c'était une des causes. Autrement, avant de vous remercier et de vous laisser peut-être un dernier mot, il y avait Antonio Chapera qui est dans la salle qui disait, que vous connaissez, qui avait fait partie du groupe test des 1300 et qui insiste en disant que l'apprentissage en classe a été une vraie découverte, l'interrogation mutuelle et la mémorisation en classe est efficace. Voilà, je trouvais qu'il y avait une sorte de conclusion là. Tout à fait. Merci, M. Chapera, pour cette incarnation sur le terrain de l'utilisation de ces outils. Ça prouve que c'est possible. Il faut oser se lancer et qu'on voit les résultats vraiment sur ces outils-là. Les résultats sont assez rapides et visibles. Voilà, je crois qu'il est 19h04, donc on a un tout petit peu débordé, mais c'est correct encore. Je pense que personne ne va nous en tenir rigueur. Merci infiniment à vous. Et puis, donc, on va communiquer à tout le monde votre travail. Et puis, tous les liens que vous avez donnés, tout ça, les gens vont continuer à approfondir le sujet et grâce à vous. Voilà, quand on commence, on ne s'arrête plus. Mais c'est passionnant et il faut partager et être convaincu que certaines stratégies sont plus efficaces que d'autres et c'est celles qu'il faut qu'on favorise auprès de nos élèves parce qu'ils méritent le meilleur et de pouvoir tous réussir le mieux possible. Voilà, c'est écrit. Merci beaucoup, bravo, merci, un grand merci. Merci à vous, merci. Je ne vous lis pas tout, il y en a trop. C'est gentil, merci. À bientôt pour la suite des aventures. Oui, ensemble. Tout à fait. Au revoir, nous quittons. Merci. Je vais copier le chat, moi. Attendez, ben, écoute, chacun peut partir. J'essaye de copier le chat, si j'y arrive. Comme ça, je vous le passerai. Il est long, hein? Oui. Je vous l'enverrai, hein, vous pouvez aller dîner. J'enchaîne avec une autre réunion, figurez-vous. Bon, vous êtes fort courageuse. J'ai pas trop le choix. Vous n'avez pas le choix, bon.
De toute façon, voilà, attendez, j'espère que ça va avoir marché. Alors, j'essaye d'en faire Non, autant. non, j'ai pas marché, ça n'a pas marché. Essaye d'en faire autant, oui. Ouais, je vais essayer. Non, non, je ne peux pas photographier, c'est très long. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Non, je suis C'est pas. vrai que c'était un peu dense. Bon. Ah non, mais c'est parfait. C'était très passionnant. Bah, écoutez, je n'ai pas réussi à enregistrer le chat. Et Valérie Leroy-Gérard l'a enregistré, Myriam de Dreuil aussi. Donc, tu vas le recevoir, Anne-Marie, t'inquiète pas. Bon, c'est parfait. Je ne suis pas sûre que ce soit du chat. Ah si, les 3 points du chat et cliquez sur enregistrer. Ah, pardon, oui, alors ça, on peut enregistrer la discussion, c'est autre chose. Enregistrer la conversation. Bah, écoutez, si quelqu'un l'a fait, comme ça on l'aura. Allez, bonsoir à tout le monde, et puis je vais fermer. Au revoir, merci.